C'est à Paris en 1908 qu'a eu lieu, pendant le congrès annuel de la Société de neurologie, l'un des plus grands et violents affrontements neuroscientifiques du siècle. D'un côté, Joseph Jules Degerine, chef du prestigieux service de neurologie de la Salpêtrière, disciple du grand Vulpian. De l'autre, Pierre Marie, professeur d'anatomopathologie à l'hôpital Bicêtre, disciple du maître Charcot. Les deux hommes ne sont pas d'accord. Le premier affirme qu'il existe des centres du langage dans notre cerveau, comme l'ont montré Broca et Wernicke avant eux. Le second répond qu'une telle faculté ne peut qu'être distribuée à travers l'ensemble du cortex cérébral. Cet épisode, connu aujourd'hui comme le débat de Paris sur l'aphasie, a opposé deux des plus grands neurologues français et mondiaux de l'époque. Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement à l'un d'entre eux, Pierre Marie, qu'on peut voir aux côtés de Charcot sur cette œuvre d'André Brouillet, une leçon clinique à la Salpêtrière. Pierre Marie est né en 1853 au sein d'une famille de la classe moyenne parisienne. Brillant élève, il se destine à la médecine mais son père a d'autres projets. Il sera avocat. Rapidement, il désobéit à son père et s'engage quand même à la faculté de médecine. Le père de Pierre Marie a failli nous priver de ce qui deviendra l'un des plus talentueux médecins de son époque. En 1880, il travaille comme interne au sein du prestigieux service de Paul Broca, celui-là même qui 20 ans plus tôt a découvert et localisé le centre du langage articulé dans le cerveau, et qu'on appelle toujours aujourd'hui l'aire de Broca. Mais c'est indéniablement son passage à la Salpêtrière en 1882, au sein du service du professeur Charcot, qui marqua le plus la carrière du jeune Pierre Marie. Charcot le considère rapidement comme son meilleur élève, et lui propose un poste de chef de clinique en 1885. C'est dès l'année suivante que son nom entrera dans l'histoire, grâce à deux publications qui feront date. Dans sa première publication, il rapporte le cas de deux femmes souffrant d'une bien curieuse maladie. Le premier cas est celui d'une femme de 37 ans, dont la vie avait soudainement changé alors qu'elle en avait 24. À cet âge, ses mains, ses pieds et son visage avaient commencé à gonfler, à grandir. Tellement que ses proches ne la reconnaissaient même plus. Le second cas est une femme de 54 ans dont Marie nous décrit la transformation inquiétante de son visage. Les orbites sont très larges, le nez très élargi et les joues très épaisses. Pierre Marie nomma ce curieux trouble acromégalie, dont le sens grec est littéralement hypertrophie des extrémités. Pierre Marie n'est pas le premier à décrire un tel phénomène. De nombreux médecins l'ont précédé. Dès 1567, le médecin néerlandais Johannes Vir décrivit le cas d'une femme géante, dont la vie tout à fait paisible avait subitement changé alors qu'elle avait 14 ans. Elle s'était mise alors à grandir de façon tout à fait extraordinaire et s'exhibait depuis comme bête de foire de village en village pour gagner sa vie. De la même façon, de nombreux cas de gigantisme ont été décrits au travers des siècles. Mais c'est bien Pierre Marie qui en fit la description la plus complète et c'est sa dénomination qui perdurera par la suite. En 1889, Pierre Marie découvre qu'une petite glande située à la base du cerveau, l'hypophyse, est anormale chez ces patients souffrant d'acromégalie. On devrait d'ailleurs plutôt dire souffrait d'acromégalie, car cette description était faite à l'autopsie du patient en question. D'autres chercheurs découvrirent par la suite que l'acromégalie était causée par un dysfonctionnement de cette glande. Mais il fallut attendre le début du XXe siècle et la découverte de l'hormone de croissance pour comprendre pleinement les mécanismes de l'acromégalie. Elle est causée par une hypersécrétion d'hormones de croissance par l'hypophyse, tout à fait anormale, provoquant l'augmentation de la taille, l'épaississement des extrémités et l'aspect si caractéristique du visage. Un désaccord persistait cependant parmi la communauté scientifique de cette époque à propos de la distinction entre le gigantisme, décrit depuis plusieurs siècles déjà, et l'acromégalie de Pierre Marie. Certains scientifiques, comme Pierre Marie, pensaient qu'il s'agissait de deux pathologies bien distinctes. En effet, les malades ont des aspects bien différents. Dans le gigantisme, leur aspect est à peu près normal, hormis qu'ils sont bien plus grands que la moyenne. Alors que dans l'acromégalie, on observe une déformation plus importante du visage et des extrémités. Cependant, Pierre Marie avait tort. La cause est bien similaire dans les deux conditions. C'est bien dans les deux cas un dysfonctionnement de l'hypophyse qui sécrète trop d'hormones de croissance qui est à l'origine des symptômes. En réalité, l'acromégalie peut être considérée comme un gigantisme acquis ou tardif, et à l'inverse, le gigantisme peut être considéré comme une acromégalie innée ou précoce. Grâce à ses travaux, Pierre Marie aura été un précurseur de la neuroendocrinologie. En effet, le rôle de l'hypophyse ne se limite pas à la régulation et la sécrétion de l'hormone de croissance.
Elle représente un véritable carrefour entre le système nerveux et les systèmes hormonaux de notre organisme. C'est à son niveau que sont régulées les hormones sexuelles par exemple, via la LH et la FSH. C'est aussi l'hypophyse qui contrôle le fonctionnement de la glande thyroïde, qui fut d'ailleurs étudiée par Pierre Marie. L'hypophyse contrôle enfin la production de cortisol, l'hormone du stress, ou de la prolactine, qui est responsable de la production du lait chez les femmes allaitant leur enfant. Si la première publication de Pierre Marie en 1886 a contribué aux bases de la neuroendocrinologie, la seconde a permis de décrire une pathologie dont le nom est toujours associé aujourd'hui aux médecins parisiens, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Les deux médecins de la Salpêtrière rapportent cette année-là une curieuse affection, se manifestant par une fonte musculaire progressive des jambes qui touche plusieurs personnes d'une même famille. Le cerveau ne semble pas atteint, au contraire des nerfs qui parcourent l'organisme et qui relient les muscles au centre nerveux, comme la moelle épinière. Les nerfs contiennent de nombreux neurones dont les axones, sortes de longs câbles cellulaires, permettent de transmettre l'influx nerveux électrique porteur d'informations. Ces axones peuvent être gigantesques. Pensez que l'axone qui vous permet de plier les orteils naît dans le bas de votre dos, au niveau de la moelle épinière, et mesure donc plus d'1 mètre. Ces axones peuvent être plus ou moins bien isolés grâce à une épaisse couche de myéline. Cet isolant lipidique, un mot bien savant pour juste dire que c'est du gras, permet une accélération prodigieuse de la vitesse de propagation de l'influx nerveux. En effet, chez un axone non myélinisé, la propagation du potentiel d'action fait intervenir de très nombreux canaux ioniques présents à la membrane neuronale qui s'ouvrent progressivement et de façon parfaitement coordonnée. Ce type de transmission est assez lente et consomme énormément d'énergie. Au contraire, la gaine que forme la myéline permet à l'influx nerveux de faire de gigantesques bonds. Les canaux ioniques deviennent nécessaires seulement ponctuellement et permettent de redonner de l'élan au potentiel d'action pour un nouveau saut. La myéline est constituée de prolongements cellulaires qui s'enroulent autour de l'axone, exactement comme une gaine de caoutchouc s'enroule autour d'un fil de cuivre. Elle a des origines différentes en fonction de leur emplacement dans notre organisme. Au niveau du cerveau et de la moelle épinière, la myéline est formée par des oligodendrocytes, sorte de cellules étoilées très ramifiées, alors qu'au niveau des nerfs, ce rôle est dévolu aux cellules de Schwann. La myéline, bien qu'elle soit similaire, n'est pas exactement la même au sein du système nerveux central et périphérique. Certaines affections vont toucher la myéline du système nerveux central, alors que d'autres vont toucher uniquement la myéline du système nerveux périphérique. La gaine de myéline n'est pas uniquement constituée de gras. Sa mise en place et son maintien nécessitent de très nombreuses protéines synthétisées au niveau des cellules de Schwann et des oligodendrocytes. Ces protéines permettent de lier de façon bien compacte les différentes couches de gras pour former un isolant efficace. Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une mutation génétique est responsable d'un dysfonctionnement de ces protéines. Ce dysfonctionnement entraîne des anomalies structurelles de la myéline au niveau des nerfs, et donc fatalement un ralentissement de l'influx nerveux. La maladie pouvant toucher les nerfs moteurs tout comme les nerfs sensitifs, ce dysfonctionnement est responsable d'une anesthésie progressive et d'une faiblesse musculaire qui débute par les orteils avant de remonter progressivement le long des jambes. Les muscles recevant de moins en moins de stimulation nerveuse, ils s'atrophient progressivement. Il faut bien noter que la myéline du système nerveux central n'est, elle, pas touchée. L'axone et la gaine de myéline qui l'entourent ne fonctionnent pas indépendamment l'un de l'autre. Au contraire, c'est plutôt un travail d'équipe, si bien que si l'un est malade, l'autre ne va pas beaucoup mieux. On observe donc aussi des dysfonctionnements de l'axone dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui va s'abîmer progressivement. En réalité, et les 3 médecins qui l'ont découvert ne pouvaient pas le deviner, la maladie de Charcot-Marie-Tooth représente un ensemble très hétérogène de pathologies, chacune ayant une mutation génétique propre responsable d'un tableau clinique, certes très similaire, mais chacun avec sa spécificité. Aujourd'hui, c'est une centaine de mutations qui ont été identifiées, chacune entraînant une maladie de Charcot-Marie-Tooth qui lui est propre. La maladie de Charcot-Marie-Tooth n'est pas si rare que ça. Si chaque pathologie faisant partie de son spectre est relativement peu commune, c'est une personne sur 2500 qui en est atteinte si on les additionne toutes. Ce taux monte à près de 1 pour 1200 dans les pays nordiques. Cela fait de la maladie de Charcot-Marie-Tooth la neuropathie héréditaire la plus fréquente et il existe donc un vrai besoin de prise en charge de ces patients. De nombreux traitements innovants ont été développés ces dernières années. Certains font appel à des technologies de pointe, comme la thérapie génique, qui consiste à injecter, au moyen de virus génétiquement modifiés, un gène sain pour remplacer le gène défectueux. On comprend bien que cette technique, si elle peut être réalisée chez l'animal, pose un certain nombre de problèmes éthiques chez l'homme. Certains traitements utilisés peuvent n'être efficaces que pendant la période de formation de la myéline, donc pendant l'enfance.
Cela pose aussi de nombreux problèmes éthiques. L'administration d'un tel traitement chez le jeune enfant, alors que la maladie n'est pas encore symptomatique, nécessite une sécurité d'emploi maximale, et donc de solides études qui n'ont pas encore été réalisées, et qui seront d'ailleurs difficilement réalisables étant donné la rareté de ces pathologies quand on les considère séparément. D'autres approches thérapeutiques sont bien plus simples. Des études prometteuses chez la souris ont montré une amélioration significative après la prise de vitamine C ou de traitement hormonal, cependant, les études chez l'homme se sont révélées décevantes. D'autres chercheurs ont montré qu'un régime riche en lipides pouvait améliorer l'état de santé de rats porteurs de la maladie. Puisque la maladie de Charcot-Marie-Tooth est responsable d'anomalies de la gaine de myéline, et que celle-ci est majoritairement constituée de lipides, autant lui en fournir en quantité suffisante pour compenser. Cette approche a l'avantage de ne pas avoir d'effets indésirables particuliers, mais elle n'a pas encore été testée chez l'homme à ma connaissance. Pierre-Marie fut un médecin de génie touche-à-tout, qui fit progresser les connaissances bien au-delà de la neurologie. C'est lui qui décrivit pour la première fois la spondylarthrite ankylosante, une pathologie rhumatologique très handicapante, responsable de la soudure de certaines articulations, en particulier au niveau de la colonne vertébrale. À la mort du maître Charcot en 1893, il fait partie des prétendants à sa succession à la tête du département de neurologie de l'hôpital de la Salpêtrière. Mais il est encore jeune à cette époque et on lui préfère un collaborateur plus âgé, Fulgence Raymond. Cette décision politique s'inscrit dans une véritable guerre qui oppose alors le camp de feu maître Charcot à son collègue et ami, mort lui aussi, Alfred Vulpian, ancien professeur à l'hôpital Bicêtre. À la fin du XIXe siècle, cette opposition est particulièrement marquée entre les deux plus grands neurologues de l'ère post-Charcot, Joseph-Jules Desgérines du côté de Vulpian et Pierre-Marie donc du côté de Charcot. Les deux hommes se détestent. En 1892, Desgérines publie un article dans lequel il affirme avoir décrit le premier les lésions de syphilis au niveau de la moelle épinière, comme l'affirme son collègue Pierre-Marie. Ce dernier crée la diffamation et rédige une réponse dans le même journal pour démentir les affirmations de Desgérines et mettre en doute son intégrité scientifique. L'attaque est personnelle et Desgérines y répondra fermement en provoquant Marie en duel. Ce dernier refusa et aucune confrontation n'eut lieu, autre qu'intellectuelle. Mais l'animosité entre les deux hommes persista les décennies suivantes. En 1906, Pierre-Marie écrivait un article remettant en cause les travaux de Paul Broca, qui créa un véritable scandale parmi les neurologues de l'époque. Broca fait en effet partie du panthéon de la neurologie mondiale, lui qui a localisé pour la première fois le centre du langage articulé au niveau du lobe frontal, à l'avant du cerveau. Selon Marie, la faculté du langage n'est pas localisée dans un centre bien déterminé dans le cerveau, mais est comme disséminée dans l'ensemble des réseaux cérébraux. Cette approche, dite holistique, s'oppose aux théories de l'époque, qu'elles soient localisationnistes, c'est-à-dire en localisant précisément une fonction à une région cérébrale, ou associationnistes, qui affirment qu'une fonction donnée, comme le langage, est sous-tendue par un réseau cérébral, une association de zones corticales plus qu'une seule et unique zone corticale. Selon Marie, la perte du langage, qu'on appelle aphasie, n'est jamais isolée et s'accompagne toujours d'un déclin cognitif, signe que cette faculté est localisée sur l'ensemble du cortex. Peu de temps après, Desgérines, qui est alors l'un des plus grands spécialistes de l'aphasie, écrit 2 articles assassins qui critiquent point par point la théorie de Marie. Ce dernier, qui ne s'attendait pas à une telle polémique, est contraint de répondre afin de défendre son point de vue. Les batailles par articles interposés continuent jusqu'au congrès de 1908, qui va voir les deux médecins s'affronter. Malheureusement, la passe d'armes intellectuelle sera polluée par l'animosité entre les deux hommes, et le débat ne fit pas particulièrement avancer les connaissances sur le sujet. Dans le fond, la thèse de Marie n'est pas juste, ou en tout cas trop extrémiste. Les différentes facultés cérébrales sont distribuées au sein de réseaux neuronaux qui regroupent plusieurs aires corticales en accord avec les théories associationnistes. Mais la critique de Marie a quand même permis de remettre en cause le dogme de Broca, de pointer ses insuffisances et ses lacunes. Il a permis l'émergence de nouvelles questions et donc de nouvelles pistes de recherche. En 1911, Fulgence Raymond meurt et laisse le poste de Charcot vacant. Desgérines et Marie s'affrontent à nouveau pour récupérer la prestigieuse chaire de neurologie. Ce fut une cuisante défaite pour Marie, qui dut attendre la mort de Desgérines en 1917 pour récupérer le poste. Sans pitié, il ne laissa que 14 jours à sa veuve et ses étudiants pour quitter leur quartier de l'hôpital de la Salpêtrière. Il y exerça 8 ans avant de prendre sa retraite. Il passa le reste de sa vie dans la solitude après la mort de ses 2 enfants et de sa femme. Il mourut peu avant l'invasion nazie, en avril 1940. Le nom de Pierre-Marie reste aujourd'hui méconnu. Pourtant, ses travaux ont révolutionné de nombreux champs de la médecine. Ses découvertes en neurologie, endocrinologie, rhumatologie ont bouleversé la médecine de son temps.
son héritage est aujourd'hui incontestable.